pour rebondir par rapport à ça, je voulais parler donc de mon émission, pas pour faire de la pub, simplement pour dire, nous on essaie dans cette émission qui est vraiment faire une émission qui n'est pas politique politicienne, c'est vraiment d'inviter des jeunes responsables politiques associatifs, soit pour qu'ils débattent entre eux de thèmes qui concernent la jeunesse, et non pas forcément les journalistes ou les responsables politiques, entre guillemets, plus seniors, mais de faire en sorte qu'il y ait aussi un débat entre ces responsables politiques et des jeunes, sans que ce soit pour autant un forum, parce que moi je veux vraiment que sur le plateau, il y ait des responsables jeunes qui ont des choses à dire sur des thématiques aussi larges que le logement, l'accès aux soins, l'accès à l'emploi, les dérives en matière de stage, comment développer l'international, etc., etc. Et en fait, c'est une émission qui a 2 ans, et au printemps dernier, vous êtes obligé de me croire, au fil de toutes ces émissions où on évoquait pas mal de chiffres que je voulais juste citer, mais c'est aussi ça la jeunesse française. C'est un taux de chômage de 23%, c'est un record parmi les pays européens. Il monte dans certains quartiers à 40%. Il y a 100 à 150 000 jeunes qui n'ont pas la chance de sortir du CELSA et qui sortent chaque année de l'école sans formation ni qualification. 21% des jeunes vivent sous le seuil de pauvreté. 1 million de jeunes environ, 700 000 à 1 million de jeunes. Et je disais ça en rigolant vendredi matin en petit déjeunant avec Yves à 8h30, ce qui est tôt, mais pour préparer cette conférence. Mais on travaille beaucoup au CELSA, donc je lui disais, rendez-vous de bonne heure. Mais bien entendu, les jeunes, ils tweetent, mais très souvent, ils tweetent pour dire juste ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire ces chiffres-là. 2 choses dans le constat. Ça amène que les jeunes Français, oui, ils sont geeks, oui, ils sont génération Y, oui, ils sont digital native, of course. Et comme je fais encore j'ai 33 ans, donc je suis encore dans la cible des 15-34 ans, je peux me permettre d'être leur ambassadeur. Profites-en. Mais ça veut dire 2 choses, simplement, que je mets sur la table. 1, n'oublions pas que les jeunes, ils ont voté pour Jean-Marie Le Pen, donc Le Pen père, pour 20%. En 2002. Ce qui est supérieur à la moyenne nationale. Ce qui est supérieur à la moyenne nationale qui, je crois, était aux alentours de 17. Il y a des spécialistes dans la salle. Vincent ? C'est ça. C'était pas prévu. Deuxièmement, ils sont extrêmement pessimistes. C'est parmi les jeunes dans le monde, parmi les plus pessimistes. Ils sont à peu près 54%, non 26% seulement en France qui s'imaginent un avenir prometteur versus 54% aux États-Unis. Et donc ce constat, il est celui-là. Dernier chiffre, 27 ans, c'est l'âge d'entrée moyen sur le marché du travail. Fort de ça, au printemps dernier, j'ai dit à la rédaction d'MCE qui venait de dire on va continuer la saison prochaine, je leur ai dit il faut qu'on fasse le premier thème de l'émission de rentrée sur la retraite, sur la réforme des retraites. Et là, les responsables de la chaîne m'ont dit mais attends, les jeunes, la retraite, ils en ont rien à foutre. Parce qu'ils ne savent pas se projeter. Alors, je ne dis pas qu'ils ont cette vision et ça reste entre nous. Mais j'ai dû un peu me battre pour dire ça va être un vrai point de préoccupation de la jeunesse à l'automne que cette question, cette réforme des retraites. 27 ans plus 42 égale 69 ans. Les jeunes aujourd'hui, ils savent se projeter, ils ne sont pas passifs, ils peuvent être abstentionnistes, mais il y a des moments, ils disent ce sujet-là, on a envie qu'il soit abordé. Ils ont été 1 million dans la rue. Donc c'est pour ça que je voulais rebondir sur ce que vous dites. Il y a une vraie conscience de tous ces enjeux. Mais alors c'est très intéressant de voir, quand on travaille dans la communication, qu'on soit chercheur, enfin vous me direz ce que vous en pensez, je balance une idée qui est peut-être totalement farfelue, mais j'ai l'impression que quand on travaille dans la communication, qu'on soit chercheur ou qu'on soit praticien, on passe son temps à créer dans sa tête des scénarios sur ce que peuvent être les publics, public entendu au sens un peu plus large, ou en tout cas, disons, les partenaires de la communication, comment ils perçoivent les choses. Et j'observe que quand je discute, par exemple, avec des étudiants, avec des collègues sur ces questions, très souvent, le scénario qui vient à propos des jeunes, des digital natives, etc., on reviendra sur ces expressions, c'est pas du tout celui que tu viens de donner. C'est un tout autre univers de personnes hyper intégrés, qui ont une relation très ludique à la communication, qui sont hyper pionniers, qui sont hyper désireux de l'innovation constante. Donc je me demande, est-ce que les deux existent? Est-ce qu'ils coexistent? Est-ce qu'ils sont en contradiction? Est-ce qu'on travaille à travers des stéréotypes? Je vois que Pascal Beuclair
a envie de se prononcer sur ce point. À vrai dire, je le cherchais un peu en posant cette question-là. Non, je pense que ça correspond à ce que disait Antoine. Il y a pas trop de consensus, hein, s'il te plaît. Non, tu vas voir, ça va se gâter après. Mais il faut quand même garder à l'esprit les taux de pénétration. Il y a sur 1,9 milliard d'internautes dans le monde, il y a 76% de la population américaine et 9% de la population africaine en moyenne. Ceci vaut pour un pays développé comme le nôtre. Tout le monde n'a pas accès à Internet, donc aux médias sociaux, encore moins en situation de mobilité. Donc, ça, c'est intéressant de le souligner parce que mes collègues le savent, dans les copies qu'on trouve des candidats au CELSA, on voit systématiquement l'association du média interactif avec la démocratisation radicale de toutes les pratiques de communication et l'accès de tous à égalité à cet univers. Donc et ça bouge. Et là, juste un exemple, on parlait de la révolution du jasmin. Il y a ce verbatim authentique d'un jeune manifestant au Caire il y a quelques semaines, au plus fort de l'action, qui résumait ainsi la stratégie médiatique de sa génération en Égypte. Il disait, nous, c'est assez simple, on utilise Facebook pour planifier nos actions, on utilise Twitter pour les coordonner, et on utilise YouTube pour informer le monde. Et ça lui paraissait très évident. Donc, je sais pas, mais quand Yves, par exemple, occupait la Sorbonne en 68, lui, il appelait le Parisien libéré, il faisait tout ce qu'il pouvait pour... Dans ces années-là, autrefois, on avait recours aux médias si on voulait faire savoir quelque chose. J'étais élève dans un lycée de banlieue et j'étais très très loin de vraiment participer aux choses. Je manquais de la plus élémentaire conscience politique. J'étais pas aussi intelligent que Pascal Beuclair. Simplement, là où il faut qu'on... Mais ce sera un point du débat, c'est ce qui me gêne, moi, dans la notion de génération, c'est que je comprends, quand j'entends ce mot, le conflit générationnel comme on l'a connu, par exemple, en 68. Une génération s'est dressée contre celle de ses parents ou de ses grands-parents pour des raisons idéologiques et politiques. Peut-être un peu axiologique, mais d'abord politique et idéologique. Mais cette génération en révolte sortait du même moule, du même creuset éducatif. Ils avaient lu Sénèque dans le texte, ils avaient lu Platon, ils avaient lu tous les auteurs classiques et ils avaient fait leurs humanités comme leurs parents et leurs grands-parents. Donc c'était... Ils savaient lire les chiffres romains dans les musées. Ils savaient lire les chiffres romains dans les musées, exactement. Ça n'est plus le cas. Alors que là, et je ne sais pas si c'est le moment, ce sera Yves d'en décider, ce qu'on appelle les digital natives, il faut revenir tout simplement à la base de Mark Prensky, qui en 2001, spécialiste des sciences de l'éducation aux États-Unis, publie un article qui s'appelle Digital Natives. Donc, comme il dit, les immigrants ont un accent, sans aucune connotation politique naturellement. Donc, les Digital Natives, ils sont très différents, radicalement différents sur tous les plans de ceux qui les ont précédés, et leur consommation du monde, des médias et du monde en général, n'est pas du tout la même. Et comme le résume Prensky dans cette image bien connue, des gens qui sont capables de connaître par cœur les 100 caractères des Pokémon, avec tous leurs stades d'évolution et toutes leurs caractéristiques vestimentaires. On sent que tu as essayé, mais tu as eu du mal. Moi, j'ai jamais réussi. Ces gens-là peuvent facilement apprendre la liste des pays de la planète et 2-3 datas supplémentaires. Le tout est de savoir leur enseigner d'une manière qui va correspondre à leur polychronie, à leur activités autour d'écrans divers et variés. Donc ça, il faudra qu'on en parle parce que, à mon avis, une partie importante du débat est là. Oui, je pense qu'on pourrait consacrer un moment là. Vous voyez que la déconstruction est bien à l'œuvre là, mais on pourrait consacrer un moment justement à discuter d'une question très complexe qui est de savoir dans quelle mesure la catégorie globale des jeunes a un sens ou si elle doit être divisée. On a beaucoup parlé de ça avec Catherine quand on a préparé cet entretien, parce qu'il y a des éléments qui divisent, qui segmentent. Au Louvre, vous voyez arriver la segmentation massive, avec un enthousiasme limité, peut-être, on peut dire ça ? En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'à la fois, on hyper-segmente, mais en même temps, on respecte les tuilages. Et au fond, je voudrais revenir là-dessus, parce que là, dans la discussion, on est déjà en train de segmenter. Mais on oublie qu'il y a de vrais chevauchements entre le préadolescent et l'adolescent, l'adolescent et l'adolescent. Tous ces termes qu'on a inventés justement pour exprimer ces chevauchements de génération et expliquer à quel point, au fond,
ces segmentations et ces moments clés de changement d'un âge à un autre sont plus subtils que ça et plus compliqués que ça. Je ferai un parallèle aussi avec la question des genres culturels. Autrefois, on aimait l'opéra et on n'aimait pas la pop musique. Aujourd'hui, on aime tout. On est dans des transgenres culturels qu'il faut s'approprier et qu'il faut savoir générer dans une institution comme le Louvre, par exemple. Et là, je pense qu'il y a tout un travail et une réflexion à mener, dans la mesure où si les adultes, le monde des adultes est capable de transmettre des choses aux plus jeunes, à l'inverse, les jeunes, aujourd'hui, transmettent beaucoup aux anciennes générations. C'est vrai des codes vestimentaires, c'est vrai de la musique en particulier, mais c'est vrai aussi des apprentissages sur les nouvelles technologies, où là, les jeunes sont vraiment dans un rapport inversé. Et c'est ça qui est pour nous très intéressant, dans la mesure où, là encore, on inverse tous les modèles habituels et traditionnels. Donc ce qui est plaisant et à la fois déstructurant, mais qui, je trouve, là, constitue une vraie promesse pour les offres à venir, c'est d'inventer de nouveaux systèmes et de nouvelles propositions qui mélangent les genres et qui permettent, au fond, une relation entre les générations et faire que les musées, par exemple, soient des lieux où il y a une vraie socialisation, il y a un vrai partage entre les générations. Et d'ailleurs, on le voit bien. Souvent, les plus assidus des institutions culturelles sont plutôt dans des comportements assez traditionnels, liés à l'apprentissage, liés à l'émerveillement, tandis que les moins assidus recherchent le partage, recherchent la socialisation, recherchent ces moments plus informels où, au fond, c'est le vivre ensemble qui fonctionne beaucoup plus. Donc moi, je trouve que à trop segmenter, on se prive de solutions nouvelles qui peuvent entraîner d'ailleurs de nouveaux positionnements pour des lieux comme les musées, par exemple. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a aussi une bataille possible avec ceux qui veulent surtout mesurer les fréquentations quantitativement, faire des tranches, donner des objectifs quantitatifs aux musées, pour optimiser, entre guillemets, les publics. Oui, absolument. Mais ça, c'est tant qu'on sera dans des canons d'identification, d'identification des populations qui pratiquent, qui visitent les musées ou qui pratiquent l'opéra ou qui vont au cinéma, on aura tendance à fermer et à rétrécir le phénomène culturel, je pense. Donc il faut qu'on change nos indicateurs, il faut qu'on change nos modes de calcul et qu'on invente de nouvelles catégories, en fait.